Hiro Hamada découvre qu'un complot criminel menace de détruire la ville de San Frosokyo. Alors je ne me rappelle plus si effectivement le nom était vraiment changé. Avec l'aide de son plus proche ami Baymax, le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va transformer en une bande de super-héros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l'infâme yokai. Alors, j'ai noté à chaque fois les films que je voulais vous présenter, mais j'ai mal fait mon travail. Je n'ai pas noté ce que j'avais pensé sur le moment, ce n'est pas bien. Et ça commence déjà un petit peu à dater, donc je vais faire au mieux. Mais moi qui ne suis pas très Disney, franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Déjà, il y a une histoire de fraternité, voilà, entre Hiro et son grand frère. Il y a une très belle histoire. Vous savez que j'aime les histoires de frères et sœurs. Il y a une très belle histoire. Et donc, le grand frère soutient son petit frère à fond. Ils sont tous les deux très intelligents, très à fond dans tout ce qui est robotique, technologie, tout ça. Et d'ailleurs, le petit frère suit un peu le grand frère et le film commence. Le petit frère fait des combats de robots qui sont illégaux. Et d'ailleurs, leurs parents sont morts et ils vivent avec leur tante qui est superbe aussi. On la voit pas beaucoup dans le film, mais il faut savoir qu'ensuite ça a été développé en une mini-série de petits épisodes qui doivent durer 20-25 minutes et je sais plus combien on a, 5-6. Et là on voit un peu plus la tante. Si jamais vous l'aimez bien, vous pouvez aller regarder ça, qui est aussi disponible sur Disney+. En tout cas moi c'est là que j'ai vu ça. Et donc il va participer, Hiro, à un concours où il faut présenter alors je sais plus si c'est robot le terme, mais la meilleure machine technologique, je sais pas trop quoi vu que j'y connais rien là-dedans. Et d'ailleurs il va très bien se débrouiller, sauf que cette soirée où plein de gens présentent leur projet, où il y a plein de gens pour venir les regarder, des gens qui vont permettre ensuite de développer leur potentiel en achetant peut-être ce qu'ils font, etc. Cette soirée va très mal se terminer et c'est le moment le plus triste du film parce qu'on va pas se mentir, comme dans presque tous les Disney, faut qu'il y ait des gens qui meurent, comme si ça suffit, mais c'est pas que ses parents soient morts. Et donc ce moment est atroce et hyper triste. Et pendant qu'on le regardait avec ma mère, on était là en mode pourquoi on regarde ça, c'est horrible. Mais après c'était super bien parce qu'en fait Baymax, le robot infirmier, c'était le grand frère qui l'avait créé. Et donc Hiro va un peu le récupérer et va c'est pas qu'il va l'améliorer, mais je ne trouve pas le terme, mais il va lui apporter des modifications pour lui permettre de faire les choses différemment. Et c'est là qu'une sorte de complot et d'enquête va commencer, parce que Hiro va se rendre compte que y a un méchant qui d'ailleurs lui a volé une partie de son projet et qui essaye de l'utiliser à de mauvaises fins. Et donc avec l'aide de ses amis, qui sont en fait surtout les amis de son frère de base, mais qui sont devenus ses amis aussi, et donc du robot, Baymax il va essayer de déjouer tout ce qui se passe. Donc franchement c'était très bien. Il y a une belle histoire aussi d'amitié, donc on les a mis au début, oui, ils sont les amis du grand frère, mais comme ils sont très proches les frères, dès qu'ils le rencontrent, le petit frère, ils sont tous super sympas avec lui, ils l'aiment beaucoup, ils sont pas juste sympas parce que c'est le petit frère de leur pote, ils l'apprécient, ils le soutiennent à fond au moment où il présente sa machine, tout ça. Il y a une belle histoire aussi d'amitié et une belle histoire avec la tante. Ce sont que des personnes qui sont là les unes pour les autres et qui se soutiennent. Et le robot, forcément on l'humanise un peu, il est humanisé, mais même nous on s'y attache, donc on lui apporte des émotions supplémentaires, et s'il lui arrive quelque chose, évidemment on est touché. Et comme j'ai beaucoup aimé ce film, et bien ensuite j'ai regardé la mini-série, donc je vous conseille les deux, mais là on est dans un débriefing film. Ensuite, film que j'ai vu au cinéma, ça commence aussi à faire quelques temps, moi qui vais rarement au cinéma, mais d'ailleurs j'y suis retournée depuis. Vous en avez peut-être entendu parler, surtout que récemment
et César. Donc c'est le film Flow qui est aussi un dessin animé, mais enfin tous les dessins animés maintenant avec la technologie et la modernité paraissent de plus en plus réalistes, mais je trouve quand même qu'il y a un peu un entre-deux. Je trouve qu'il y a les dessins animés, il y a les films, et des fois il y a des sortes d'entre-deux qui sont des dessins animés. Enfin, ce ne sont pas des films avec des vraies images prises dans la vie comme ça, mais franchement on dirait quoi. Je me rappelle à l'époque un des premiers trucs comme ça que j'avais vu, c'était le film slash dessin animé Tintin, et donc la Flo c'est un peu ça, c'est à moitié un dessin animé, mais franchement on se rapproche du film. C'est sorti fin 2024, il dure 1h25, ce qui est quand même long, mais en même temps j'ai l'impression que quand on est dedans on a l'impression que c'est encore plus long, mais dans un sens très positif. Et il faut savoir que c'est un film, alors j'ai pas envie de dire muet, mais sans parole, ce qui est très original à regarder parce que moi j'en connais peu et j'en ai peu vu. J'ai vu quelques films muets mais pas beaucoup, j'ai dû en voir un ou deux, donc on va quand même avoir des sons, les sons des animaux, les sons de l'eau, du vent, de la nature, tout ça, et c'est presque encore plus touchant. Le début vraiment, particulièrement au début, mais peut-être à d'autres moments, je me rappelle plus trop, j'ai eu les larmes aux yeux de fou parce que déjà on suit des animaux, donc vous savez que ça me touche toujours beaucoup plus. Et on suit un petit chat qui n'est pas forcément dans une bonne passe quoi et tout, et qui lui arrive des petites choses, on s'inquiète quoi, et donc moi dès le début j'étais là, ah mais en fait pareil, pourquoi je regarde, c'est trop triste, mais non ça s'arrange, même s'il y a effectivement des moments tristes, des moments inquiétants. De mémoire il y avait aussi de la musique je crois, donc qui peut aussi accentuer ce côté là. Je vais vous lire le résumé, et en tout cas c'est un film que tout le monde devrait voir, je trouve. Vraiment, déjà par son originalité, parce que comme je le disais, c'est très rare qu'on regarde des films muets. Mais moi j'en ai entendu parler au début, donc quand il est sorti, et bien avant qu'il reçoive ses prix, et d'ailleurs je ne fais pas du tout en fonction des prix, au contraire la plupart des films que j'apprécie ne reçoivent en général pas de prix, donc je fais pas du tout vis-à-vis de ça. Mais tant mieux s'il en a reçu, c'est très bien, parce que moi si j'en ai entendu parler, c'était sur Instagram par le jeune engagé, et il avait dit qu'en gros ça parlait d'écologie, donc un terme qui évidemment me touche beaucoup, et en plus avec un chat en personnage principal, on pouvait pas faire mieux. Alors, un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Alors, je vois pas vraiment pourquoi on parle de la vie humaine dans le résumé, parce que on n'a pas l'impression spécialement que juste avant le chat connaissait les vies humaines. On a vraiment l'impression que ça fait très longtemps, enfin que ça fait un certain temps en tout cas, que c'est comme ça. Donc je suis même pas sûre qu'il ait connu la vie humaine, mais il était dans un monde voilà sans humain, mais on voit encore qu'il reste des bâtiments, des choses comme ça. Et là en fait on le voit au début, il s'endort, et quand il se réveille effectivement il y a les eaux qui montent petit à petit de plus en plus. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, donc petit à petit on rencontre de plus en plus d'animaux qui eux aussi veulent survivre et se débrouillent comme ils peuvent. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Alors il y a juste un passage dans le film où j'ai pas trop compris, et d'ailleurs là sur le site où je vous lis le résumé il y a marqué que c'est un film d'aventure, animation, famille et fantastique. Alors peut-être qu'effectivement il y a un peu de fantastique parce qu'il y a un passage, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait signifier, et peut-être qu'on peut trouver des interviews ou quoi, ou d'ailleurs c'est un film français, ce qui m'avait assez surpris, mais j'ai découvert ça quand j'ai entendu qu'il avait reçu les prix. Mais oui, il y a un passage, je pense que c'est pour évoquer la mort d'un personnage, mais en même temps je peux pas en être sûre. Et la toute fin laisse un peu place à l'imagination. C'est pas une fin ouverte clairement du tout, mais je l'ai vu avec deux autres personnes et on n'a pas tout compris en fait, ou imaginé, ou je sais pas comment dire, mais on n'a pas tout visualisé ça de la même manière. Donc peut-être que c'est le côté fantastique, mais pour moi il n'y a pas vraiment de côté fantastique, c'est quand même très réaliste. Mais bon, même s'il y a du fantastique, c'est pas du tout un problème. Et en tout cas c'était très beau, les images, le décor, tout était magnifique, les sons.
En fait, je vais vous parler d'une saga. J'ai enfin découvert la saga Shrek. Je n'avais jamais regardé la saga Shrek. Je crois une fois que j'ai dû tomber dessus ou que ma famille devait regarder et que j'ai dû rester genre le temps d'un passage, mais pas du tout le long du film. Mais je suis même pas sûre parce que le peu que je pensais avoir de souvenirs n'existe pas dans les films. Donc en vrai, je ne sais pas. Bref, je n'avais jamais découvert cette saga et je sais pas pourquoi j'en avais une image que, je sais pas, ça me tentait pas. Je me disais non, j'ai pas envie de regarder, ça a pas l'air ouf. Ça faisait un bout de temps que ma mère en parlait, elle voulait regarder. Moi j'étais là, franchement c'est pas le truc que j'ai envie de regarder. Donc on repoussait toujours en regardant autre chose avant. Et en fait, bah, elle a bien fait d'insister un soir, de dire eh bah allez hop, ce soir on lance ça. Parce qu'au final j'ai adoré cette saga. Donc apparemment un 5 est prévu pour cette année je crois ou l'année prochaine, mais sinon tous les autres sont sortis depuis des années. Et donc j'ai vu les 4, j'ai juste noté qu'effectivement j'ai moins aimé le 4. Donc j'avoue que je me demande un peu comment ça va être le 5, parce que je trouve que ça aurait été bien de s'arrêter au 4 déjà, que je trouve qu'il était un peu de trop. Enfin en tout cas je l'ai moins apprécié, même si j'ai bien aimé, hein, franchement il n'y a pas de souci. Alors il y en a certains qui sont disponibles sur Prime, Amazon Prime, donc je les ai regardés dessus. Et je crois qu'il y en a un, je sais plus lequel, peut-être le dernier, je ne sais plus, qui n'était pas dispo, ou en tout cas fallait peut-être payer en plus, je ne sais plus. Donc moi je l'avais pris en DVD à la bibliothèque. Je vais vous lire le résumé de tous, donc si vous voulez pas être spoilé ou quoi, ben n'écoutez peut-être pas tous. Je sais pas si le 1 est mieux que les autres, mais c'est vrai que bah, on peut toujours un peu dire ça parce que c'est celui qui commence, donc au moins c'est moins long quoi, vous voyez. Le premier date de 2001, donc le 5 ça va être longtemps après. Alors, Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, accueilli domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent dans son marais. Shrek se rend alors au château du seigneur de Lord Farquaad, qui aurait soi-disant expulsé ses êtres de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d'accomplir cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon Lan dans une palpitante et périlleuse aventure. Ben, ouais, le 1 c'est peut-être le mieux aussi parce qu'on découvre tout le monde en fait. Donc oui, effectivement, alors déjà j'ai adoré cette saga parce que il y a un humour et des références cinématographiques mais à toute épreuve et qui sont vraiment très bien trouvées et très bien mises en place, si je puis dire. Et encore, je les ai peut-être même pas toutes comprises et vues parce que je connais peut-être pas tout ce à quoi ils ont fait référence, mais ils font des références à plein d'autres films. Par exemple, on dit tout le temps, enfin souvent dans les dessins animés ou les histoires un peu voilà de princes et princesses, on commence le film plus ou moins en disant il était une fois dans un pays fort lointain et tout ça. Et donc l'endroit, enfin le village, la ville, le royaume plutôt, voilà, où vit le seigneur, ça s'appelle fort lointain. Il y a plein de petits noms comme ça qui sont rigolos, où ils font des références à des films, aussi dans des scènes, dans des mouvements, dans des paroles. Enfin du coup c'est super agréable. Et donc dans le royaume, en fait, sûrement sur l'ordre du seigneur, hein, je me rappelle plus, mais je suppose, il y a plein de créatures un peu étranges. Des ogres par exemple, des ânes qui parlent, et plein d'autres choses, des Pinocchio, une des références par exemple, parmi tant d'autres. Je crois qu'il y a des petits cochons en mode référence aux 3 petits cochons, tout ça. Et donc toute créature différente, un peu qui pourrait provenir de l'imaginaire, un peu fantastique, tout ça. Il fait passer des tests en fait et il regarde ici, donc c'est pas des trucs lambda on va dire, il les fait dégager et c'est là que du coup il se retrouve au marécage où vit Shrek l'ogre. Shrek du coup pour s'en débarrasser accepte le marché avec le seigneur d'aller ramener la princesse et il se fait coller tout du long du trajet par l'âne avec qui il veut pas du tout rester, mais bon il a pas le choix. Et donc tous les deux au final arrivent au château, enfin dans la tour on va dire, où est emprisonnée la princesse, où il y a le dragon. Ils vont le combattre si je puis dire, sans vouloir vous spoiler.
est sorti en 2017 et dure 1h33. L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C'est pourtant ce qui risque de lui arriver après que son beau-père Harold clapote soudain sans crier gare. S'il n'arrive pas à dénicher Ilko, un roi avec l'aide de ses fidèles compagnons, l'âne et le chapeauté, Shrek deviendra le prochain souverain du royaume fort fort lointain. Bonjour les ennuis. À moins qu'Artie, le cousin loser de Fiona, ne se laisse convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il vraiment l'étoffe d'un roi? Donc oui, effectivement, à la fin du 2, on découvre un peu pourquoi le père ne voulait absolument pas que sa fille devienne une ogre et que surtout elle se marie avec un ogre parce que lui-même finalement est atteint d'une malédiction si on peut dire. C'était pas mal ça comme fin, j'ai bien aimé. Là on a le chapeauté dans celui-ci, j'aime beaucoup ce personnage donc c'était cool de le découvrir et de le voir beaucoup quand même. Et donc effectivement Shrek va aller chercher le cousin humain de Fiona qui est un gars qui est dans un internat et qui se fait harceler et voilà, il se dit mais il va jamais réussir à être roi. Et en même temps il y a le fils de la fée qui essaye je crois de devenir roi parce que lui c'est son but depuis le début. Il voulait d'ailleurs aller chercher Fiona et l'épouser. Ensuite le 4e est sorti en 2010, donc 2001 pour le premier, 2004 pour le deuxième, 2007 pour le troisième, 2010 pour le 4e. Il y a une grosse pause avant le 5e qui est donc prévu pour 2025 je crois. Et d'ailleurs il s'appelle Shrek 4, il était une fin, donc moi je pensais pas en anglais Shrek Forever After qu'il y aurait une suite et je suis pas sûre que ça aurait été nécessaire, mais après ça se trouve je vais adorer le 5. Et je découvre que ce film est suivi par le film Le Chapeauté. Ah oui, il y a un lien et tout, je crois que je l'avais déjà vu Le Chapeauté sans jamais avoir vu Shrek. Shrek est maintenant un père de famille et bien aimé parmi les villageois locaux. Par désir et nostalgie de l'époque où il était craint, il fait un pacte avec Tracassin, je sais même plus qui c'était, ah oui si, et efface toute son existence accidentellement. Pour restaurer son existence, Shrek doit retrouver l'amour de Fiona et l'embrasser avant que le soleil se lève, ou il va disparaître à jamais. Donc ouais, c'est vrai que celui-ci j'ai moins aimé. Shrek devient un peu plus désagréable, devient un peu saoulant, il a des gosses en plus donc franchement c'est nul. Et ouais, c'est un peu triste quoi, le côté il efface tout, elle se rappelle de rien. C'est vrai que j'ai moins aimé, mais c'était quand même très bien, il n'y a pas de souci. Et donc passons au dernier film qui s'appelle My Fault, que j'ai vu sur Amazon Prime, sur Prime Video. En fait, de base, c'est un livre espagnol, si je me trompe pas, qui s'appelle Culpa Mia et qui a été adapté en film en Espagne aussi, qui s'appelle aussi Culpa Mia. Et je crois qu'il y a 3 livres, un truc comme ça. 3 films sont prévus en Espagne. Le deuxième est déjà sorti, Culpa Tuya, donc ma faute, ta faute. Donc que j'avais vu, j'avais bien aimé le 1. Le 2, franchement, moins. Et là, en fait, ils ont fait une version anglaise. Et elle a reçu énormément de critiques comme quoi c'était beaucoup plus nul, que les personnages n'avaient aucune, je sais pas dire en français, aucune alchimie entre eux, que c'était pas les vrais personnages, si je puis le dire. Et ben moi je suis pas du tout d'accord, je l'ai largement préféré à la version espagnole. Et pourtant, comme je vous disais, j'ai quand même bien aimé le 1 en version espagnole, hein. Mais là j'ai largement préféré, parce qu'on va pas se mentir, c'est un film cliché, une romance et tout, gna gna gna, très niais et tout. Mais je trouve que ça le faisait moins dans la version anglaise et qu'il y avait des... Donc l'histoire n'est pas pile la même, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la version espagnole que là on va voir et vice versa. Mais là je trouvais qu'il y avait des trucs en plus, faites différemment, qui étaient mieux et moins justement en mode cucul à praline quoi. Donc en français ils l'ont appelé À contresens Londres, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça n'a aucun sens. Et en anglais ça s'appelle My Fault London. Il n'y a pas besoin de préciser vu que c'est en anglais, mais bon c'est pas grave. Lorsque la mère de Noah, Ella, tombe amoureuse du richissime William, tous deux quittent l'Amérique. Non, tous deux quittent l'Amérique pour aller vivre à Londres avec William et son fils Nick. Dès son arrivée, Noah, âgé de 18 ans, rencontre Nick, un mauvais garçon, et une attirance immédiate naît entre eux. Ouais. Noah passe l'été à s'adapter à sa nouvelle vie, à se faire de nouveaux
nouveaux amis dans les différents cercles de Nick et a navigué dans une relation compliquée avec lui, tout en luttant pour garder l'attirance à distance. Mais à l'insu de Noah, son père, dont elle est séparée, a été libéré de prison et commence à traquer ses moindres faits et gestes. Noah sera finalement obligée de faire face à son passé dévastateur, tout en tombant amoureuse pour la première fois, pas du tout, n'importe quoi. Donc oui, alors, il y a des petits trucs quand même, évidemment, qui sont bof bof. Déjà, la mère s'est mariée avec un mec, parce qu'ils disent tout le temps qu'elle s'est mariée, mais elle amène sa fille et elle-même vivre avec lui qu'une fois que c'est fait. Et donc la fille rencontre le mec de sa mère et le fils du mec de sa mère une fois qu'ils sont mariés. Genre ça n'a aucun sens, c'est trop chelou je trouve. Donc effectivement elles habitaient en Amérique. Donc là elles vont venir vivre en Angleterre, donc il y a une différence dans les accents anglais, dans certains mots. Donc déjà des fois il y a des petites blagues, évidemment je les regardais en VO, donc c'était trop marrant à des moments. Donc voilà, et quand elle arrive là-bas, déjà elle est pas hyper fan parce qu'elle quitte son pays, elle quitte ses amis, elle quitte son mec. Elle avait un mec là-bas donc ils se séparent pas ni quoi, mais bref, ils vont habiter hyper loin, ça va être galère. Et là elle rencontre le frère, non, le fils. Et franchement, elle l'aime pas. Le mec se prend pour qui, il lui parle hyper mal. C'est vrai qu'au début, il est très désagréable. Parce que dans la version espagnole, les deux sont pas très aimables et tout. Mais là, en vrai, c'est lui qui est vraiment pas sympa. Elle essaye de faire des efforts et tout. Et lui, il abuse. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette version, c'est que il s'intéresse vraiment à elle. Je trouvais que ça faisait moins relation toxique. Dès le début, on voit qu'il s'inquiète, qu'il s'intéresse à elle. On comprend tout de suite quoi qu'il va l'aimer, même si on le sait dans l'autre aussi, parce que c'est le principe du film. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses différentes. Et il va se battre pour elle, risquer de mourir pour elle. Enfin ouais, j'ai trouvé que c'était assez différent. Il y avait des scènes bien plus intéressantes. Moi j'ai totalement adoré les deux, l'actrice et l'acteur. Ils jouent super bien et contrairement à ce qui était dit, ils ont une alchimie superbe. Et puis c'était en anglais, donc déjà c'était franchement beaucoup mieux. L'autre du coup j'avais dû le regarder en français parce que l'espagnol j'y comprends rien. Et puis non merci, j'aime pas ça du tout. Je trouve ça tellement moche à écouter. Par contre, deuxième défaut aussi, c'est que encore une fois on comprend sur la fin, donc déjà que eux aussi, la version anglaise prévoit de faire une suite et j'espère vu que j'ai préféré. Mais on comprend qu'encore une fois les parents vont venir tout cacher parce qu'ils veulent pas que les enfants sortent ensemble. Mais moi ça m'insupporte parce que eux ils peuvent sortir ensemble, se remarier et tout, genre pas de soucis. Mais les enfants n'auraient pas le droit de sortir ensemble. Enfin ils sont pas vrais frères et sœurs, ils ont rien en commun, ils ont même pas un parent en commun. Et même si c'était le cas, l'amour ça se décide pas. Et je vois vraiment pas qu'est-ce que ça peut faire en fait, à part que ça va sûrement nuire à leur image. Mais on s'en fout et ça me saoule tellement. Genre eux ils peuvent être heureux, vivre leur vie qu'ils veulent, les parents, mais ils veulent pas que leurs enfants puissent être heureux et ils veulent pas comprendre que effectivement oui ils peuvent être tombés amoureux. Ça m'énerve tellement. Mais bon, vu que c'est un livre de base, je suppose qu'ils ne vont pas changer le scénario, mais je trouve qu'une suite pourrait être bien plus intéressante sans ce côté-là. Et oui aussi, donc Noah, la fille, ses parents sont séparés, son père est en prison. On sait pas exactement pourquoi, mais en gros il a dû maltraiter et sa femme et sa fille, je pense, et apparemment il a même essayé de la tuer. Et j'ai trouvé dans cette version anglaise que c'était encore pire et plus, que le père était encore plus affreux que dans la version espagnole où ouais, il essaie de l'utiliser pour arriver à ses fins. Mais là on dirait que tout ce qu'il veut c'est juste tuer sa fille. C'était vraiment affreux. Voilà, si vous ne saviez pas quoi regarder, je pense que là vous avez des belles choses à regarder, des choses très différentes d'ailleurs, toutes n'ont aucun rapport. Ça c'est comme dans les livres ou dans les musiques, je regarde des choses qui n'ont rien à voir entre elles. J'aime plein de choses différentes parce que my photo